Ce que je voulais vous dire, c'est que ce titre, évidemment, approche multiparamétrique en échographie pour évaluer l'asynchronisme, ça doit en faire sourire un certain nombre, j'imagine, parce que quand on regarde les recommandations, aussi bien celles de 2004 que de 2007, elles n'ont pas changé. C'est-à-dire que, bien sûr, l'échographie a un rôle important qui est d'évaluer la FEVG et de la trouver à moins de 35% quand on veut resynchroniser un patient, de confirmer qu'il s'agit d'un VG dilaté, qu'on s'adresse bien sûr à des patients symptomatiques malgré un bon traitement, mais quand on voit la place de l'échographie pour la recherche de l'asynchronisme, elle est nulle, et vous le savez, les recommandations nous disent qu'on doit rechercher l'asynchronisme à partir de la mesure du QRS. Alors pourtant, à la même époque, dans les années 2000-2005, je vous ai fait ici un petit recueil parmi de très nombreuses publications. On a appris deux choses. D'une part, que la recherche d'asynchronisme mécanique se décline à plusieurs étages, auriculo-ventriculaire, interventriculaire et bien sûr intraventriculaire gauche avec deux grandes approches, une recherche d'asynchronisme spatial et une recherche d'asynchronisme temporel. Et ces nombreuses études nous ont montré que chacune individuellement était capable d'isoler un critère avec un seuil à chaque fois qui nous permettait de prédire la réussite d'une éventuelle resynchronisation. Alors très rapidement, pour la clarté des propos, les principaux paramètres, eh bien d'abord, vous le connaissez bien, cette recherche d'asynchronisme auriculo-ventriculaire en comparant la durée du flux mitral à l'intervalle RR avec un seuil situé à 40%, la recherche d'asynchronisme interventriculaire en mesurant la prééjection pulmonaire et la prééjection aortique. Il est nécessaire, bien sûr, d'avoir un QRS d'excellente qualité pour faire ça. Et lorsque la différence est à plus de 40 millisecondes, c'est le seuil habituel retenu pour parler d'asynchronisme interventriculaire. Et ensuite, on a beaucoup d'indices qui prétendent qualifier l'asynchronisme intraventriculaire gauche. Le plus simple, c'est regarder un cliché TM et regarder le décalage éventuel entre les pics de contraction. C'est le fameux indice évalué par Madame Pizzalis avec un seuil à 130 millisecondes. Elle l'a évalué et elle l'a validé en termes de morbimortalité puisque les patients resynchronisés alors que son indice était présent ont une survie bien meilleure que les patients resynchronisés alors que cet indice était absent. Et puis, on a une approche parfois temporelle, que vous compreniez bien. Ici, si on image une paroi postérieure, latérale du ventricule gauche, la dernière activée en général lorsqu'on a un bloc de branche gauche, alors, dans une situation normale, ce pic de contraction est à peu près contemporain de la fermeture aortique, enfin de la fin de l'éjection aortique. Éventuellement, on peut avoir un petit décalage physiologique, ça a été montré chez l'animal, mais si cette paroi se télescope notamment dans le remplissage, c'est le fameux recouvrement systolo-diastolique dont nous a parlé Serge Cazot il y a déjà pas mal d'années, et c'est un signe d'asynchronisme temporel. La paroi se contracte alors qu'elle n'a plus rien à faire, les choses sont dites, et on aimerait bien évidemment que cette paroi se contracte plus tôt. Alors comment la rechercher ? Eh bien, on peut faire soit du TM noir et blanc, ici un petit coup de TM sur la collerette basale de la paroi latérale. On peut sensibiliser avec du DTI couleur. Effectivement, c'est tentant, on voit bien la frontière entre le rouge et le bleu. Dans notre expérience, cette sensibilisation a tendance à raccourcir le temps qu'on mesure par rapport au noir et blanc. Et on va comparer ensuite par rapport au temps entre le début du QRS et le début du flux mitral. Si cette différence est nulle, on parle de recouvrement. Serge Cazot, dans ses papiers récents, a tendance à prendre des seuils très importants, 50 millisecondes dans mon expérience, c'est extrêmement rare. On peut également qualifier ce recouvrement en faisant du TM, soit en parasternal grand axe, soit ici du TM anatomique sur la collerette basale. Vous voyez, on essaye à la fois de bien voir la contraction de la paroi et l'ouverture de la mitrale. Sur cet exemple, vous voyez bien que le pic de contraction survient alors que la mitrale est ouverte. Il y a recouvrement systolo-diastolique. La prééjection aortique seule est également un indice proposé pour qualifier l'asynchronisme intra-VG quand cette prééjection est longue, supérieure à 140 millisecondes. Je vous rappelle que cet indice avait été confronté dans l'étude Kerachev. Je vous rappelle l'étude Kerachev, l'étude qui a permis de montrer que la resynchronisation seule permettait de faire reculer la mortalité toute cause. Eh bien, un petit sous-groupe dans cette étude avait été évalué sur des QRS assez fins en associant 2 parmi 3 des critères dont je viens vous parler.
Alors c'est un tout petit groupe qui avait été inclus comme ça, donc il n'y avait pas vraiment une analyse. Il faut savoir tout de même que dans CARE-HF, tous les patients avaient eu une mesure de l'asynchronisme inter et que ce critère a été isolé comme un bon critère prédictif de la réussite de la resynchronisation. Et puis après, on rentre dans le monde du Doppler tissulaire au sens large ou de la déformation. Alors l'équipe bordelaise avait proposé initialement de faire du pulsé spectral paroi par paroi, pour montrer quoi? Pour mesurer soit ce qu'on appelle des délais électromécaniques entre le début du QRS et le début de l'onde S, soit des délais électrosystoliques entre le début du QRS et le sommet de l'onde S. Et en comparant les 4 parois, si on a un écart d'au moins 40 millisecondes, ils avaient proposé que ce soit un indice d'asynchronisme. Alors, très rapidement, cette technique a été, à mon sens, hélas, abandonnée au profit du DTI couleur, parce que c'est beaucoup plus rapide. On fait du DTI couleur et on fait des courbes reconstruites de vélocité dont la qualité technique est incontestablement moins bonne que le pulsé. Mais on a, à partir de ces courbes, la possibilité d'analyser 2, 4, 6, 12 segments très facilement. Il y a plusieurs seuils qui ont été proposés dans la littérature. Le plus célèbre, c'est celui de Bax, décalage de 2 parois d'au moins 65 millisecondes. Et en 2004, il nous a proposé quelque chose de très saisissant. Ces patients resynchronisés avec cet indice ont à 1 an une survie quasi parfaite, tandis que ceux qui sont resynchronisés alors qu'ils n'ont pas cet indice, vous voyez que l'hécatombe débute dès le 3e mois et ne cesse d'augmenter jusqu'à la fin de la première année. Alors on peut aussi faire de la déformation, du strain, jadis en DTI et plus récemment en speckle. Et l'un des indices également, qui revient très souvent dans les publications, c'est la valeur de l'asynchronisme radial. On compare 2 pics de déformation dans 2 segments différents, et si l'écart est d'au moins 130 millisecondes, nous voilà encore avec un indice qui serait intéressant pour prédire la récupération, notamment de la FEVG, après resynchronisation. Alors après une pléiade d'indices comme ça et d'études assez petites mais toutes très intéressantes, eh bien, l'étude prospect, celui qui ose me dire qu'il n'a pas entendu parler de l'étude prospect se lève, personne ne se lève. Donc, eh bien, cet indice, cette étude prospect devait enfoncer le clou. Et donc, voilà, 500 patients venant de plein de centres avec un Corelab, on fait une relecture des indices et tous les indices dont je viens vous parler étaient évalués chez des patients qui, par ailleurs, bien sûr, avaient les indications standards de resynchronisation avec un taux de répondeur toujours, vous verrez, invariablement le même, autour de 2/3 de répondeurs et 1/3 de non-répondeurs. Et vous le savez, l'étude prospect a dit, premièrement, la reproductibilité de mesure n'est pas bonne. Alors, pas forcément pour tout. La prééjection, reproductibilité intra de 4%, c'est pas mal. Par contre, vous voyez, les reproductibilités du DTI, notamment du fameux indice de Bax ou encore du Pizzalis, sont absolument épouvantables. Et l'autre résultat de cette étude, c'est que, pris individuellement, ces indices ont un sens, vous voyez que les aires sous la courbe des courbes ROC ont une significativité, mais incontestablement, l'indice miracle n'existe pas, il n'y a pas l'indice qui va nous permettre de prédire si oui ou non la resynchronisation va être efficace. Alors cette étude, ça a été le coup de tonnerre. Alors, à mon sens, ça n'a pas tellement été le coup de tonnerre parce qu'on a découvert que les indices avaient une mesure imparfaite et qu'il y avait une reproductibilité imparfaite en cardiologie comme dans toutes les techniques de mesure. On le sait. Bon, si c'est une redécouverte, tant mieux. Et l'autre chose incroyable, c'est qu'on ne s'attendait quand même pas à avoir un indice miracle. Beaucoup d'entre nous n'y croyaient pas. Par contre, ça a eu des effets dévastateurs impressionnants. Je voudrais juste citer une anecdote. Si vous allez dans certaines régions de France aujourd'hui parler de recherche d'asynchronisme, on est poli 5 minutes et après on vous dit, écoutez, franchement, on perd notre temps. Vous savez, chez nous, les rythmologues qui sont en charge de la resynchronisation ne veulent plus entendre parler de l'échographie. Donc quand même des effets qui me paraissent totalement disproportionnés par rapport aux résultats de cette étude. Et puis l'autre chose, très politiquement correcte, on nous dit, attendez, une technique qui n'a pas une reproductibilité parfaite ne peut pas être inclue dans les recommandations. Très bien. J'en profite quand même pour vous dire que le manque de reproductibilité n'atteint pas que la recherche d'asynchronisme mécanique. Prenons la mesure du QRS, amusant.
l'étude KRHF, très respectable, le critère d'inclusion, je vous le mets tel qu'il est libellé dans le papier, c'est un intervalle QRS d'au moins 120 millisecondes sur l'électro. On ne nous dit pas si la mesure doit être manuelle, si la mesure doit être automatique. J'y connais rien, mais j'ai lu un peu. Et quand on voit que la concordance est de 19% entre le QRS calculé automatiquement et manuellement, ça vous laisse imaginer la variabilité de mesure. Et il me semble que l'équipe de Bordeaux a montré dans un papier très récent que la reproductibilité de lecture entre cardiologues de la largeur du QRS pouvait entraîner une variabilité d'au moins 50 millisecondes. Sur des QRS de 120, il y a de quoi un petit peu parler dans les chaumières. Même chose pour la FEVG. Voilà un papier qui n'est pas encore sorti, qui se met en situation de recherche d'asynchronisme. Eh bien, vous voyez 28 patients qui ont eu 2 échos à un jour d'intervalle. Le patient peut avoir une FE à 30% à J1. 24 heures après, vous pouvez lui trouver 23%, donc vous l'incluez bien comme candidat potentiel, mais vous pouvez aussi lui trouver 41% le lendemain, et il y a un problème, vous ne l'incluez plus. Reproductibilité de mesure, c'est un problème de toute la médecine, et si Prospect a rappelé qu'il fallait s'en préoccuper, tant mieux. L'autre chose qui me paraît quand même importante, c'est que quand on regarde la vraie vie, voilà ici European Heart 2009, un registre sur 140 centres européens, on peut penser qu'il n'y a que des gens qui font n'importe quoi dans ces centres, mais tout de même, la moitié de ces centres implantent en tenant compte de l'échographie et des résultats de l'échographie. Alors pourquoi ? C'est pas parce qu'ils perdent leur temps, c'est parce qu'ils sont tous un petit peu embêtés par cet éternel taux de non-répondeurs. On a envie d'essayer de faire mieux, c'est-à-dire de proposer plus souvent des appareils à des gens chez qui, a priori, ça va marcher. Et puis, quand on regarde la littérature, on se dit que l'histoire aurait pu être un peu différente. Voilà ce papier de Kirin Parsai qui a été publié en 2009, mais qui aurait pu être publié bien avant et qui a eu des soucis de publication, notamment à cause de Prospect. Alors, 161 patients, c'est elle qui a fait toutes les mesures chez tous les patients. Même chose, écho avant la resynchronisation, même définition des répondeurs, évaluation à 6 mois. Alors, parenthèse, dans ce papier, la recherche d'asynchronisme intraventriculaire gauche est évaluée notamment sur un critère dont je ne vous ai pas encore parlé, qui est ce qu'on appelle un septal flash, c'est-à-dire une petite invagination septale protosystolique. Je dirais peu importe. Ce qui est intéressant, c'est l'approche. C'est-à-dire qu'elle propose de tenir compte du caractère très divers de la recherche d'asynchronisme et pas seulement d'un paramètre. C'est-à-dire, elle recherche un asynchronisme intra-VG. S'il n'est pas présent, on va quand même aller voir autre chose. Y a-t-il un asynchronisme AV ? S'il n'est pas présent, on va s'intéresser à autre chose, et notamment, y a-t-il un asynchronisme inter ? Et l'autre message très important, c'est que une fois que le patient a eu son stimulateur, on doit aussi se poser la question, est-ce que l'asynchronisme intra a été corrigé ? Est-ce que l'asynchronisme inter a été corrigé ? Et dans son papier, elle propose avec cette stratégie une très bonne sensibilité et une spécificité moins bonne, nous rappelant que des patients appareillés n'ont pas forcément une correction satisfaisante de cet asynchronisme. Alors, cette approche multicritère, elle est proposée par certains depuis très longtemps. Et notamment, voilà cette équipe anglaise qui raisonne un peu, vous savez, comme dans les maladies de système, avec des critères mineurs, des critères majeurs. Et vous voyez ici que, dans ce travail, en mêlant la durée du QRS à des indices interventriculaires, intraventriculaires, auriculoventriculaires, cette équipe arrive, semble-t-il, à prédire le succès chez quasiment 90%, succès d'amélioration fonctionnelle. À part KRHF, les études de morbimortalité, on n'en a pas. Des études, on va dire, plus modernes, avec des outils plus modernes, proposent la même approche. Voilà ici, en mélangeant les vitesses longitudinales et la déformation radiale, vous voyez que les auteurs nous disent que c'est beaucoup mieux que de prendre un seul indice. Le message commence à venir, et si on faisait une addition de paramètres pour essayer d'être un peu plus précis, et c'est ce qu'a fait, sous l'impulsion de Stéphane Lafitte, plusieurs centres. Voilà ici 200 patients, donc là encore, évidemment, appareillés selon les critères habituels, là encore avec un taux de répondeur habituel, 2/3, tous les critères dont je vous ai parlé, et évaluation à 6 mois. Et vous voyez que le message est intéressant, plus on combine, plus on arrive à augmenter la spécificité. Dans ce travail, vous voyez qu'il y avait plusieurs paires de 2 critères qui permettaient d'augmenter la spécificité, et dès qu'on avait 3 critères positifs, la spécificité était en permanence intéressante.
Alors notre expérience, beaucoup plus modeste, sur 55 patients, mais qui me paraît intéressante parce qu'on a un recul de 2 ans, pareil, avec une approche très fonctionnelle. On a interrogé tous les médecins traitants, le cardio, à l'issue de toutes les visites sur 2 ans, pour lui dire, vous, médecin traitant, c'est vous qui suivez le patient. Est-ce que vous estimez qu'il a été amélioré? Est-ce que vous estimez qu'il n'a pas été amélioré? Et on retrouve des résultats tout à fait superposables à l'expérience de Stéphane, avec, vous voyez, sur des critères très simples, j'insiste sur la simplicité de ces critères, non pas que je sois un peu demeuré, mais parce qu'ils sont robustes, parce que la reproductibilité de mesure est bonne et elle est tout à fait comparable à tout ce qu'on utilise en médecine actuellement. Eh bien, dès que l'on a 2 et surtout 3 critères, on a une spécificité tout à fait intéressante. Je vous montre ici des paires d'indices qui nous donnent des spécificités de prédiction de récupération fonctionnelle de 100%, pré-éjection plus AV, pré-éjection plus recouvrement, inter plus AV, AV plus recouvrement, et on retombe exactement sur les mêmes données de l'étude coordonnée par Stéphane, à savoir que quand on a la présence de 3 critères, quel qu'il soit, il ne s'agit pas d'identifier, d'isoler un critère meilleur que l'autre, on a des spécificités quasiment tout le temps de 100%. Une dernière diapo sur l'apport de l'écho de stress, pour vous dire qu'évidemment, l'écho de stress est une modalité supplémentaire, presque un paramètre supplémentaire, notamment chez les gens qui ont des grosses séquelles, pour essayer d'individualiser une réserve contractile. Retenez le seuil publié dans la littérature d'une amélioration autour de 7%, que ce soit sous faible dose de d'obus ou au pic de l'effort de la FEVG. Donc, je conclus dans les temps, pour vous dire que, premièrement, il ne faut pas qu'on s'installe dans une polémique stérile. Je crois que ce qui est important et ce qui nous motive tous, c'est qu'on a besoin d'être meilleur pour prédire le succès de la resynchronisation et on peut légitimement penser que l'échographie, outil mécanique, est quand même en première ligne, a priori, pour essayer d'évaluer un asynchronisme mécanique. Je voudrais vous dire que Prospect n'a pas fait autre chose que de rappeler des règles de base. C'est qu'encore une fois, quand la reproductibilité de mesure n'est pas bonne, on s'expose à des ennuis. Lisez les petites publications qui sont sorties avant Prospect. Il n'était jamais fait mention de la reproductibilité. Éventuellement, une ligne disant « nous l'avons testé », alors que normalement, on aurait dû avoir des données plus lourdes. Et je ne pense pas que Prospect était capable de dire que l'échographie était inutile. Alors, évidemment, vous l'avez compris, dans mon expérience, je n'ai pas envie de mettre l'échographie au panier, notamment pour prédire la récupération fonctionnelle après la mise en place d'un stimulateur biventriculaire. Comment utiliser l'écho? Avec des critères positifs qu'on pourra isoler, une association, encore une fois, d'au moins 2, voire 3 paramètres. C'est logique, je vous l'ai dit au début, l'asynchronisme se décline sur 3-4 étages au minimum. Il est donc logique et attendu que plusieurs paramètres soient meilleurs qu'un seul paramètre. Et puis, il y a des critères négatifs qu'il ne faut pas méconnaître. Une énorme cicatrice, l'absence complète de réserve contractile, un VG hyperdilaté, des profils de remplissage ultra restrictifs, des dysfonctions VD sévères, voilà autant de situations où, hélas, on sait que le patient part avec un handicap très lourd et où le succès de la resynchronisation va être difficile. Et n'oublions pas une 3e série de critères qui est le patient a été appareillé, est-ce qu'on a atteint l'objectif, à savoir de corriger un asynchronisme AV et de corriger un asynchronisme intraventriculaire gauche qui paraissait flagrant avant l'implantation. Je vous remercie.